Bonjour. Je ne sais pas s'il y en a dans la classe qui ont déjà vu, qui étaient dans un cégep puis qu'on a donné des présentations. Non? Correct, ça. Ouais, donc aujourd'hui, je vais vous présenter un mini workshop sur le web, mais pour la partie Recon. Dans le fond, j'ai une partie de la présentation qui démontre les outils, le pourquoi, le comment. La deuxième, on va prendre un site web, puis ceux qui ont des laptops, vous allez pouvoir essayer ces outils-là. Puis on va voir qui est capable de trouver des choses intéressantes sur une cible légale qu'on peut pirater. Pas comme on vient de faire. C'est le PQ, toi? Oui, c'est ça. Donc, je suis Patrick Mathieu, cofondateur du Hackfest. Je suis consultant en sécurité informatique chez Security Compass. Ça va faire plus ou moins 20 ans que je fais du hacking dans mon fond tout seul. Et c'est devenu ma job. Je suis conférencier, comme je disais, dans les cégeps universités. J'ai fait le DerbyCon, DEFCON. Si vous voulez me suivre sur Twitter, les infos sont là. Shameless plug, si vous voulez travailler à Toronto, ma job cherche du monde. OK. Web hacking, est-ce qu'il y en a ici qui connaissent, qui sont spécialisés dans ça? Paul Martin, maintenant. Oui, non? Non? OK. C'est parfait. Est-ce que vous connaissez ces termes-là? Vous connaissez ça, le web hacking, non? Ces deux termes-là? C'est juste pour évaluer un peu, mais en fait, ça, c'est tous des types d'injections différentes dans des applications web. C'est aucunement ce que je vais parler aujourd'hui. C'est vraiment juste pour savoir un peu. Donc, en fait, je vais vous parler de Recon, qui est la partie qu'on parle jamais ou très, très peu en termes de hacking dans les conférences ou articles et autres. La définition militaire de la Rousse, faire un recueil de renseignements, d'ordre tactique, stratégique, sur le terrain de l'ennemi, nécessaire à évaluer les situations pour l'action des forces ennemies. Si on rend ça avec une définition que j'ai inventée comme ça, vite, c'est l'art d'analyser, découvrir les points d'entrée pour définir une surface d'attaque de l'ennemi. Finalement, on veut découvrir qu'est-ce qui est possible de pirater sur notre cible. Puis au final, ça revient au concept que le Recon, c'est la première étape qu'on devrait toujours faire quand on fait des tests d'intrusion légalement ou un hacker malicieux qui veut rentrer à quelque part. Il veut savoir sa cible ressemble à quoi. Ça va toujours être sa première étape. Donc, pentest, hacking, que vous faites de la recherche, puis aussi le bug bounty. On en parle souvent récemment des bug bounty. C'est ça le workshop après. Il y a des cibles qui vous sont données légalement. Vous pouvez pirater tel domaine. Puis, il y a des centaines et des centaines de personnes qui, eux aussi, vont essayer de rentrer puis de trouver des bugs dans cette application-là. Puis, quand on trouve un bug, on le soumet à l'entreprise. Il valide si oui ou non c'est valide. Puis, il vous donne soit des points ou de l'argent en échange. Donc, c'est un peu le concept du bug bounty, mais ce qui fait la différence de bug bounty, c'est pas d'être toujours le meilleur hacker puis trouver les techniques qui sont très, très, très poussées, mais c'est de trouver de l'info que les autres ont jamais vu passer avant. Souvent, on va trouver des sites web qui sont abandonnés d'une entreprise et ils ont oublié de le mettre à jour. Personne n'était passé là avant, même si c'est un gros bug bounty connu. Puis, on va trouver des vulnérabilités qui vont donner plusieurs centaines de dollars. Donc, quand on parle de reconnaissance, l'intelligence sur la cible, c'est à tous les niveaux, autant IP, network, les domaines et sous-domaines, et tous les entry points d'une application web. Donc, get, post, les cookies, les API, qui ont été rajoutés dans l'OAS Top 10. Un peu bidon, mais le numéro 10 du dernier OAS dit que vous devriez aussi appliquer la sécurité sur vos API. C'est niaiseux. Mais il y a tellement d'entreprises qui mettent des API en ligne exposées puis qui mettent zéro sécurité qui ont été obligés de l'ajouter à l'OAS tellement que c'était critique. Donc, comme je disais, c'est pour définir la zone d'impact et d'attaque. Donc, la liste des URL, domaines, les systèmes et aussi tout ce qui est third party. Si une application utilise des third party, peut-être que lui est vulnérable. Donc, souvent, on va pouvoir ou non même aller dans toute la chaîne de commandement externe à l'entreprise de qu'est-ce qu'ils utilisent. D'autres points intéressants,
Le metadata, des données à propos des données. Tout le monde avait déjà entendu. C'est quoi les metadata? Oui, non? On va le voir plus tard. Les types de fichiers, c'est pas juste le web, c'est aussi les fichiers hébergés sur le web qu'on parle de metadata. Donc, tout ce qui est la suite Office, les PDF, les images, de l'audio. Et dans le metadata, on va généralement retrouver ce type d'information-là, qui est autant des usernames, des noms de serveurs, des paths, les logiciels et leurs versions, date, puis même de la géolocalisation, peut-être de la photo ou de certains fichiers. Fait que ça donne énormément de renseignements sur une cible. Donc, un mini résumé dans les objectifs, c'est vraiment une liste d'éléments pour construire une attaque. C'est pas un bug en tant que tel, à part si dans notre recon, on trouve des user passwords, là, généralement, c'est un peu intense. Puis dans les bug bounty, on le voit, je suis déjà tombé sur un web.config exposé avec les configs internes du serveur. C'est rare, mais ça arrive. Donc, avoir une liste aussi d'informations sur la liste des employés pour faire du phishing, l'ingénierie sociale et autres. En bug bounty, le social est jamais activé, mais en test d'intrusion, en red team et autres, on a le droit d'appeler, d'envoyer des SMS, d'envoyer des phishing. Et si on a justement une liste de connaissances des employés, leur signature de courriel, comment ils fonctionnent à l'intérieur de l'entreprise, ben c'est facile de faire un scénario pour pouvoir rentrer, leur envoyer un courriel pour qu'ils cliquent sur le lien pour nous donner accès avec un accès à distance. Puis en même temps, ça va aller même pour les attaques physiques pour rentrer dans les bâtiments. Dans un des derniers Red Team qu'on avait fait, on avait trouvé sur un de leurs systèmes exposés leur liste d'employés, mais aussi il y avait un petit bouton Map qui listait l'intérieur des bâtiments. Puis quand tu passais la souris dessus, ça disait qui était assis. C'était vraiment cool. Fait qu'on a fait imprimer ça, puis on avait une équipe qui allait sur place rentrer dans les bâtiments. Fait que eux, sans même être jamais allés là, ben ils savaient où aller pour la salle de serveur, la salle de courrier, etc. Donc, tout ça vient du recon dans les attaques. Donc, deuxième partie, la liste des outils. Il y en a plusieurs. Ce que je liste, c'est ceux que j'utilise principalement, mais il y en a généralement dans des dizaines et des dizaines. Mais ceux-là sont dans les plus connus, les plus fun. Puis après ça, ben, comme je dis, ceux avec les laptops, on va pouvoir faire un petit peu de recherche. Donc, un des points super importants au niveau du bug bounty, mais aussi quand on fait des tests d'intrusion qui n'ont pas de scope limité, c'est de trouver les sous-domaines. Si on fait ça généralement avec DNS Recon, DNS Enum, et comme je dis, il y en a plusieurs autres, ça permet dans le fond de brute forcer avec des word lists les sous-domaines étoile.lecible.com. Donc, on va essayer, est-ce que intranet.le-site existe? Est-ce que ça.le-site existe? Puis quand la réponse dit oui, ben ça donne le domaine associé, l'entrée DNS, avec soit l'URL ou l'IP associé à ce nom de domaine-là. Et dans les bug bounty, c'est la première chose qu'on fait généralement, puis on va trouver des systèmes tellement oubliés ou que personne n'utilise. C'est vraiment la meilleure chose à faire. Des questions? En termes de brute force, on continue aussi avec tout ce qui est les fichiers et les répertoires. Le concept de Dear Search, Buster, GoBuster, Smart Buster, c'est mon plugin que j'ai fait pour Burp Suite. Le but, c'est de tester est-ce qu'un répertoire existe avec une wordlist, encore une fois, ou est-ce que tel fichier existe, ou est-ce que tel fichier et son extension existent. Puis souvent, le problème, c'est que les sysadmins ou ceux qui poussent en production les sites web, ils se font donner un répertoire où ils disent voici le répertoire que tu dois aller pousser en ligne, mais ils font pas toujours le clean-up. Donc, souvent, dans les développeurs vont utiliser des IDE, des logiciels pour programmer, qui vont faire des autosaves. Les autosaves vont faire un point back ou un point avec la date, vont faire un fichier vraiment de backup. Fait que ces outils-là nous permettent d'automatiser la recherche de ces fichiers de backup-là. Je vais vous montrer plus loin. Ben, tu as des exemples que tu as des points hold ou des points back qui se ramassent même indexés sur Google, qui te donnent le code serveur de la page web. Fait que quand on trouve ce type d'informations-là, généralement, on peut avoir énormément d'informations, parce que le code serveur donne des fois les user passwords, mais aussi te montre le code, puis tu peux deviner s'il est vulnérable à une injection SQL, XSS ou autre. Donc, c'est un gros avantage.
Metadata, il y en a les deux principaux, c'est Foca et MetaGoofil. Foca est en Windows. Site en Italie, je crois. Et un petit peu compliqué dans le sens que je pense que la nouvelle version et les nouveaux Windows, c'est plus ou moins compatible. Il faut faire une coupe de passe-passe pour que ça fonctionne. Mais c'est vraiment, vraiment performant. Puis MetaGoofil, c'est la même chose en ligne de commande Linux. Ce que le logiciel fait, c'est qu'il fait du Google Hacking. Il va prendre du Google Dork pour trouver tous les documents Office, PDF et autres d'un domaine name spécifique. Il va les lister. Tu lui dis de les downloader. Il va toutes les downloader. Tu lui dis extracter les métadatas. Il va extraire tout ce que je parlais tantôt, comme les usernames, les emails, les noms, les paths des serveurs. Fait que tu es capable d'avoir une grosse liste d'informations juste avec les fichiers qui sont publiés sur un site web. Ce qui est intéressant quand on fait des tests d'intrusion, c'est qu'on est capable d'avoir des dizaines et des dizaines de usernames avant même d'avoir fait un attaque. Fait qu'au lieu de chercher des usernames, tu as déjà une liste, puis après ça, tu vas faire du brute force sur les mots de passe. Puis là, c'est l'été, fait que Summer 2017 est vraiment winner présentement. MetaGoofil, pour l'extraction des données, il fait pas juste le download ou le Google. Fait que l'outil Exif Tool permet d'extraire les métadonnées. Google Hacking. Est-ce qu'il y en a qui avaient déjà fait ça? Un peu? Dans le fond, Google a des mots-clés pour faire de la recherche sur des sites spécifiques. Comme si je vais un site de Cégep Sainte-Foy, il va sortir tout ce qui est relié dans Google, tout ce qui est indexé du Cégep. Mais tu peux faire des choses comme file type pour dire trouve-moi les fichiers ASP, PHP, etc. Tu peux lui dire in URL, in title, in text. Il y en a des dizaines comme ça. Tu fais juste site CA, il va sortir tous les points CA qui sont indexés par Google. Fait que c'est des worms quand il y a un bug qui est découvert, mettons, dans WordPress ou dans certains sites web. Ils vont faire ça. Ils vont faire des mots spécifiques pour trouver les sites qui sont vulnérables avec une version spécifique. Leur outil va raser Google comme ça. Il va essayer les attaques sur tous les sites avec la version. Ils vont diffuser leur malware comme ça. Celle-là, il y a juste drôle parce que en faisant une recherche du mot de file old, on va retrouver un fichier à un moment donné qui est un fichier de config à l'intérieur du gouvernement. Puis quand on revient par en arrière, on tombe sur une page d'inscription puis il nous dit pour accéder à ce site, vous devez absolument être inscrit. Sauf que cette page-là, elle ne demande pas d'être authentifiée. C'est public. Même Google a des pages internes de des entreprises comme ça parce que la sécurité sur les répertoires et autres n'a pas été faite. Puis ça, dans le fond, c'est un GitLab du gouvernement, mais c'est juste du HTML. Fait que il n'y avait pas rien de sensible ici. Le fameux robot.txt, est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi la définition de à quoi ça sert un robot.txt? Ouais, c'est l'instruction de ce qu'il a le droit et ce qu'il n'a pas le droit d'indexer. Fait que généralement, si je fais faire un clic ici, ça, c'est ce qu'il faut pas faire. On voit un peu mal, je suis désolé. Un peu, on va le tasser comme ça. Donc, ici, il va lister des répertoires et des fichiers à Google pour lui dire, s'il vous plaît, n'indexe pas ces données-là. Qu'est-ce qu'il dit au hacker? S'il vous plaît, pirate-moi. Ce qui est plate, puis ça fait des années que je donne cet exemple-là, en fait, de ce site-là. Puis après ça, j'ai la solution. Puis ils ont fait une partie de la solution, ils ont mis des étoiles. Mais ils ont mis des étoiles après le nom du fichier complet, ce qui fait aucun sens. La vraie solution, c'est comme ça, qui est de dire un certain répertoire avec une étoile. Je suis pas capable de deviner le nom de fichier. Fait qu'ils ont comme pris la bonne solution puis ils l'ont appliqué à quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais il y a une manière de faire ça sécuritaire. Puis on est au cégep, fait que je voulais faire lui du cégep. Ça, c'est très, très mal, mais c'est correct parce que quand tu vas sur les répertoires, c'est access denied, fait qu'on est correct. Mais logiquement, ça devrait pas être là. Donc, ça donne énormément d'informations qui on devrait pas recevoir en termes de pirates.
Dernière partie, ben, évidemment, le côté réseau, scanner les ports avec Nessus, Nmap, OpenVAS ou whatever l'outil, pour trouver les services qui sont ouverts sur une machine spécifique, un IP, voir la version, voir si c'est vulnérable, faire du brute force même sur SSH ou autre. Une autre qui est intéressante, ben, t'as Nikto, qui est plus ou moins updaté tant que moi, qui va découvrir plein de choses sur un serveur web. Mais un qui est le fun, c'est WAFWoof, qui est un détecteur de web firewall applicatif. Donc, quand tu as un appliance qui détecte des attaques web, injection SQL ou autre, lui, il va te dire c'est quelle version, c'est quelle appliance, F5, peu importe la compagnie. Puis, ben, il y a beaucoup de tutoriels sur le web qui disent, ben, telle appliance, voici la manière de le contourner pour pas faire bloquer son attaque. Donc, c'est intéressant pour... si le code est vulnérable, puis il y a une manière de contourner le WAF en avant, ben, on est capable de faire des injections et autres pareil en sachant ça. Finalement, le web, ben, il est rempli de CMS, donc les WordPress de ce monde. Il y a beaucoup d'outils qui ont été développés pour justement scanner ces sites web-là. Le premier, Blind Elephant, c'est pour découvrir c'est quoi le SMS en arrière. Généralement, c'est facile de deviner si c'est WordPress ou Drupal. Mais si on n'est vraiment pas sûr, lui va, dans le fond, il sait indexer la liste de tous les fichiers d'installation de ces outils-là. Il va les essayer un après l'autre, puis il va voir ceux-là qui ont les versions décrites dedans, puis il va te dire quelle version de tel SMS est installée. Après ça, ben, tu as WP Scan pour WordPress Scan, Joomla Scan, Drupal Scan, il y en a une panoplie pour trouver est-ce que les plugins sont vulnérables, est-ce que le WordPress est vulnérable. Puis tu as même des plugins pour brute forcer, les passwords ou les usernames, etc. Je suis obligé de mettre SSL TLS. C'est sûr que les attaques au niveau SSL, c'est rare qu'on les fait au complet. Mais ces genres d'outils-là vont permettre d'analyser les certificats puis la sécurité TLS pour savoir si le serveur accepte des versions des versions SSL qui sont vulnérables ou non à certaines attaques. Puis SSL Lab, il est le fun, il donne une note de F à A, comme à l'université. Ascent, est-ce qu'il y en a qui ont déjà joué avec les outils qui sont listés là? Maltego, Spotego? Comment? Harvester. Harvester, ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà joué avec Creepy? Creepy, le nom le dit, c'est vraiment creepy. C'est un outil que tu mets dedans un username Twitter ou un username Flickr. Il va analyser tous les tweets ou les photos que la personne a postées. Puis si la géolocalisation est activée ou dans les métadatas, il va sortir sur une map l'endroit que la personne a posté ses photos. Puis quand la personne a ça d'activé, puisque avant c'était par défaut sur les photos et les tweets, par défaut c'était la géolocalisation puisque c'était cool. Mais là, ça, c'est sorti, fait qu'ils l'ont tous désactivé. Il faut que tu fasses un opt-in à la place. Fait que t'es capable de deviner la personne reste où, évidemment, parce que tu vas avoir plein de posts à même endroit. Tu vas voir ce qu'elle prend son café tous les matins, puis où ce qu'elle travaille. Généralement, tu as le beau parcours parfait de la personne. Maltego, c'est un outil qui fait de la recherche avec plein. Ils appellent ça des transforms. C'est comme des petits bouts de script qui font une recherche spécifique, puis ils te le mettent en forme de graphique pour faire de l'analyse. Fait que si tu mets mon nom, tu cliques, fais toutes les recherches, ben, il va trouver mes emails, les noms de domaine associés, les contacts peut-être associés. Tu cliques sur ce que tu as découvert, tu refais les recherches, là tu deviens avec un gros réseau visuel pour rechercher de l'information sur une personne, un nom de domaine, etc. C'est très bien fait. Exploit-Ego, c'est quelqu'un qui a fait un plugin pour Maltego, mais juste pour le hacking, finalement, pour les noms de domaine, les sites web, etc. Puis Harvester, c'est vraiment pour ramasser de l'info sur les sites web et les personnes aussi. Donc, ça fait le tour des outils. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'il y en a que ça leur tente d'essayer? Oui. Pour la mise en pratique, sur HackerOne, qui est un site de Bug Bounty qui offre des programmes. List, qui est assez récent, offre dans leurs règles d'engagement étoile.list.com. Donc, on est capable de faire du brute force de DNS. C'est juste pour ça que je l'ai choisi, parce que sinon, si c'est un domaine fixe, le scope est un petit peu plat.
Donc, avec les outils qu'on a fait avant, vous êtes capable d'aller sur ce site-là, voir les cibles légales, que vous avez le droit de faire les attaques. Puis, ben, celui-là qui trouve des trucs le fun, on va partager ça. Fait que le premier outil qu'on ferait, c'est le DNS Recon, puis on va voir qui est capable de trouver des infos intéressantes. On a peut-être un 25-30 minutes pour faire ça. Si ceux qui n'ont pas de laptop, vous pouvez soit vous jumeler ou soit prendre une bière. Merci.